Mesdames et messieurs, chers amis, c'est toujours un plaisir de venir ici. Alors, je commence par un petit quiz. Vous êtes tous des spécialistes du PLA. Donc ça, c'est un PLA français qui est le plus utilisé en Suisse. Je vous laisse le temps de réfléchir à ce que ça pourrait être. Donc la question, c'était peut-on faire des lésions complexes? Pour moi, il y a deux pans à cette question. D'une part, peut-on faire? Faisabilité, efficacité, sécurité. Puis d'autre part, lésions complexes, en tronc commun non protésé, bifurcation, lésions fibrocalciques, pont veineux saphène, occlusion chronique, lésions thrombotiques. Si on regarde la littérature, finalement, il y a peu de lésions complexes qui ont été reportées jusqu'à présent. Les études randomisées contrôlées, il y a l'étude Absorb2, qui a à peu près 45% de lésions dites complexes selon ACC et HA, mais avec finalement peu de sous-types de lésions complexes, avec peu d'infarctus et pas de pont saphène ou bien de tronc commun non protégé. Everbio 2, on a un petit peu plus de lésions complexes, mais vous voyez que c'est des cas en fait relativement singuliers. Les registres, quelques registres ont été publiés jusqu'à présent, avec principalement plus de lésions longues complexes selon les ACC et HA, plus d'infarctus, mais finalement aussi peu d'autres sous-types de lésions. Donc, pour commencer, quelques banalités qui ont déjà été grandement dites par Jean tout à l'heure. C'est la première, c'est que la taille est importante. Donc ici, un exemple d'un stent qui a été placé dans une artère de plus de 4 mm de diamètre avec une rupture ici du scaphoïde pendant l'implantation. Ici, un autre exemple où en fait on n'a jamais réussi à mettre le stent à la position. Et vous savez qu'une malaposition importante, c'est les études de Nicolas Foin, sont associées à une non-couverture en fait du maillage à long terme. Ensuite, il faut faire un travail consciencieux. Ça a été illustré par Jean tout à l'heure. Une préparation importante de la lésion, c'est évident qu'en cas de lésion calcifiée, si vous commencez avec un état post-implantatoire comme celui de gauche, si j'arrive à le montrer ici, à 9 mois, vous n'aurez pas un nettement meilleur résultat. Donc, on peut utiliser la rotablation. Van Gunst, dans son étude Extent, avait 3% de rotablation avant implantation de BVS, Tamborino 1%. Ce qui est important aussi, c'est la post-dilatation. Dans l'étude de Mainz, ici, on voit une diminution nette des outcomes aigus de thrombose qui passe de 4% à 1% si on fait une post-dilatation systématique dans le scaphoïde. Ensuite, la délivérabilité, ce n'est pas vraiment un problème. On peut passer les BVS dans plus ou moins toutes les lésions possibles. Et puis, si on a des difficultés, on peut toujours le précharger dans un GuideZilla. Donc, le 2.5 et le 3 va facilement dans un GuideZilla 5.2, 5.5, donc GuideLiner. Et puis, pour la version 3.5, il faut passer à la version 7 French. L'autre chose qu'on a appris, c'est que s'il y avait une bifurcation, parce que c'est la technique d'Olivier Darmon, le plus élégant, c'est de faire un pot et puis ensuite un size. Ça, c'est l'exemple sur le bench qu'il avait reporté l'année passée. Et puis ici, l'exemple in vivo qu'on a fait au cours de l'année. Les STEMI, on l'a entendu, c'est finalement pas vraiment une question de scaffold. Le plus important, c'est le sizing. Donc, une fois qu'on a fait la thrombectomie, vous voyez que les STEMI, habituellement, c'est des lésions relativement simples à traiter. Si vous faites un bon sizing, vous avez à la fin une bonne apposition, un bon résultat angiographique et OCT. Les lésions calcifiées, ça nécessite une très grande préparation. Et c'est évident que c'est un petit peu la limite actuelle, sachant que si on n'a pas un bon résultat après préparation, on n'aura pas un bon outcome clinique. Mais ici, vous voyez un résultat avec une bonne préparation et finalement un résultat tant angiographique que OCT qui est tout à fait acceptable. Les ponts veineux, une nouvelle fois, ce sera la taille qui jouera un rôle. Il y a très peu de ponts veineux qui ont une taille de moins de 4 mm de diamètre, mais ici un résultat tout à fait acceptable à 10 mois. Ce qu'on n'a encore jamais fait à Fribourg, c'est les troncs communs, sachant que les patients en Suisse sont des troncs communs avec un diamètre habituellement compris en 4,5 et 5,5 mm. Ici, un exemple du groupe de Milan avec un V-stenting ayant nécessité du 8 French, formation d'une néocarina. Ça montre un très bon exemple, un très bon résultat immédiat. Je ne sais pas ce que ça donne à long terme. Finalement, le gros des lésions complexes que nous avons traitées, c'est ce genre de lésions.
C'est des lésions avec des occlusions chroniques qui nécessitent plusieurs scaffolds avec des bons résultats habituellement immédiats, quelques resténoses. Ici un exemple avec une double occlusion chronique qu'on avait traitée avec passablement de scaffold. Vous voyez ici à 9 mois une resténose, ce qui pose la question de l'efficacité. Donc si on se pose la question de l'efficacité des BVS dans les lésions complexes, il faut revenir un petit peu à la littérature. Une nouvelle fois, il y a peu de lésions complexes jusqu'à présent qui ont été traitées, mais si on regarde l'ensemble des registres et puis des études randomisées, on se rend compte que la mortalité cardiovasculaire est relativement faible, que le taux d'infarctus est tout à fait acceptable, tout comme le taux de revascularisation du segment cible. Si on compare face-to-face les stents biorésorbables avec les stents métalliques, l'étude de Puricell publiée dans le JACC cette année démontre en fait une bonne efficacité à court terme. Donc le in-stent late luminous à 9 mois est comparable entre les stents métalliques et le BVS. Il y a un petit trend de supériorité pour les stents métalliques pour le in-segment late luminous, mais sans compromettre le outcome clinique. Et si on regarde dans cette étude les lésions complexes, le trend est exactement la même chose que dans les lésions simples. Il y a quelques exceptions, et je pense que ça a été relativement bien démontré par quelques case reports. C'est les endroits où il y a beaucoup de contraintes de cisaillement, comme l'ostium de la circonflexe. Les BVS peuvent faire un collapsus assez précoce. Ici, un exemple de cas qui avait été traité dans l'équipe de Colombo avec un stent métallique dans l'IVA, suivi ensuite par un BVS au niveau de l'ostium de la circonflexe, avec un mauvais résultat. Sécurité maintenant, les thromboses de scaffold, vous avez tous entendu parler de l'étude GHOST l'année passée, avec une incidence cumulée jusqu'à 2,1% à 6 mois. Ceci est en partie confirmé cette année par les résultats de l'étude BVS Examination qui comparait les BVS à des stents Science et des bare metal stents dans à peu près 300 patients dans chaque groupe et un taux de thrombose de scaffold aigu de 2,1% dans les scaffolds versus 0,3% dans les stents Science. Ce qui est aussi intéressant à remarquer, c'est que la majorité des scaffolds, des thromboses qui scaffoldent, se passent le premier mois. Il y a finalement peu de thromboses qui arrivent après. Alors on s'est intéressé avec Thomas Ogori et son groupe à ce qui se passait sur le plan OCT, quels étaient les mécanismes. Et ce qu'on a découvert, c'est qu'en fait, en cas de thrombose aiguë, c'est toujours le suspect usuel. Ici, vous voyez qu'ils ont raté la sténose. La sténose était ici, ils ont mis le scaffold ici. Mais ce qu'on trouve plus fréquemment, c'est la malexpansion, malapposition, des fractures du scaffold et puis une double antiagrégation plaquettaire insuffisante. C'est différent pour les thromboses tardives. Dans les thromboses tardives, ce qu'on voit, c'est ces peristent low intensity area qui se forment avec des fractures de stent et puis des néovaisseaux. On ne sait pas très bien pourquoi il y a toutes ces zones hyper denses. Probablement que c'est une partie de l'inflammation, ça a été montré par le groupe de Virmani chez les cochons, et d'autre part aussi l'hydrolyse elle-même du polymère qui peut fragiliser la paroi. Donc deux exemples, ici un patient qui a présenté une thrombose de scaffold tardive après 9 mois après l'implantation dans une IVA avec un assez bon résultat angiographique et OCT après l'implantation. Et si on regarde le thrombus qu'on avait pris de cette partie-là, on retrouve une inflammation de basse intensité qui est très différente de ce qu'on retrouvait dans les thromboses de stent actifs. Ici, un cas plus parlant des thromboses tardives. Une nouvelle fois, c'est une entité rare, mais qu'on commence à découvrir, avec ces zones hyper denses, disons, low intensity area, et puis 2-3 fractures et des néovaisseaux. Donc, en conclusion, peut-on faire les lésions complexes? Oui, la faisabilité est là. L'efficacité est probablement là. On a pour l'instant des voyants plutôt verts. La sécurité, par contre, doit être encore démontrée. Pour ceux qui se demandaient ce qu'était le résultat du quiz, c'était de la Meisner qu'on utilise en cette saison en Suisse pour épaissir la fondue. Merci.